La chute du front oriental ne fut pas une retraite ordonnée, mais un effondrement psychologique. Certains soldats abandonnèrent simplement leur position et commencèrent à marcher vers l'ouest, sans ordre, sans destination, poussés seulement par l'instinct d'échapper à l'armée rouge. C'était le début d'un processus irréversible. Le commandement allemand le savait. Heinz Guderian, chef de l'armée, avait averti Hitler. Le front était un château de cartes. Les divisions n'étaient plus des divisions. À l'ouest de Varsovie, une unité portant le nom de 342e division d'infanterie ne comptait guère plus que 600 hommes valides et 3 canons. Le carburant était rationné en litres, non en barils. Dans bien des cas, les véhicules étaient abandonnés sur le bord de la route faute de carburant avant même d'affronter l'ennemi. Guderian lui-même alla jusqu'à déclarer devant son état-major « Nous ne défendons pas une ligne, nous défendons un souvenir ». Le moral des soldats s'était brisé de manière invisible mais totale. Ils ne se battaient plus pour le Führer ni pour le Reich. Ils se battaient pour ne pas tomber vivants entre les mains de l'ennemi. Le souvenir de ce que l'armée allemande avait fait à l'Est, les visions des villages ravagés, des exécutions de masse et de la famine imposée à des millions, revenaient comme une ombre sur le front. Les unités soviétiques n'avaient pas besoin de propagande pour inspirer la haine. Beaucoup de soldats de l'armée rouge portèrent des photographies de proches assassinés, de villages brûlés, de villes réduites en cendres par la Wehrmacht. Ils avançaient avec un mot inscrit dans leur conscience, « vengeance ». Les premiers rapports allemands décrivaient des scènes apocalyptiques, tirées des récits bibliques les plus furieux. La route vers Berlin se remplit de colonnes interminables de civils qui fuyaient en charrette, à bicyclette ou à pied, poussant des chariots de bois où ils emportaient des enfants, des animaux domestiques et les rares objets qu'ils avaient réussi à sauver. Certains traînaient des cadavres gelés, dans l'espoir de les enterrer en territoire encore sous contrôle allemand. D'autres s'arrêtaient sur les chemins et se laissaient simplement tomber sur la neige, épuisés, sans volonté de continuer. Un officier allemand écrivit dans son journal « L'arrière est plus terrifiant que le front. Nous ne fuyons pas avec une armée. Nous fuyons avec un peuple entier qui s'effondre. » La Wehrmacht ne disposait déjà plus de communication fiable. La confiance diminuait à chaque heure. Les ordres arrivaient en retard ou n'arrivaient jamais. Les radios étaient réduites au silence par des interférences massives. Les quartiers généraux changèrent d'emplacement toutes les 24 heures, ou moins. Les cartes ne servaient plus à rien. Les villages indiqués comme points de résistance étaient pris par les soviétiques avant même que les Allemands ne reçoivent l'ordre de les défendre. L'armée allemande ne reculait pas à pas, elle s'effondrait en fragments. Les maréchaux soviétiques, Georgi Zhukov et Ivan Koniev, avançaient avec une précision mathématique. L'offensive avait été planifiée pendant des semaines avec un niveau de logistique inédit. L'armée rouge avait déplacé plus de 2,5 millions d'hommes, 6 000 chars, 46 000 pièces d'artillerie et des milliers d'avions. Tandis que la Wehrmacht luttait pour distribuer du pain noir et des munitions rares, les soviétiques envoyaient des trains entiers de carburant, d'obus et de rations prêtes au combat. Le contraste entre les deux armées était déjà une sentence. Dans les tranchées allemandes, certains soldats écrivaient des lettres finales, non à leur famille, mais à Dieu. D'autres brûlaient leurs photographies pour que l'ennemi ne les trouve pas. Les aumôniers militaires faisaient état d'un phénomène croissant, des soldats qui refusaient de communier ou de se confesser, arguant que plus aucun pardon n'est possible. La défaite n'était pas perçue comme une éventualité militaire, mais comme un jugement spirituel inévitable. Au milieu du chaos, Hitler continuait d'envoyer des ordres depuis son bunker, exigeant des contre-attaques inexistantes avec des divisions qui n'existaient que sur la carte. Sa voix dans les transmissions n'inspirait plus l'obéissance, mais l'incrédulité. Dans certains secteurs du front, les commandants décidèrent d'agir de leur propre chef, en ignorant Berlin. La guerre n'était plus une stratégie, c'était au mieux une fuite lâche et désespérée, droit vers l'intérieur de la gueule du loup. Dans l'horreur du massacre, les routes allemandes devinrent la ligne de front. Des divisions entières marchaient vers l'ouest, poursuivies par des chars soviétiques qui tiraient sans s'arrêter. En beaucoup d'endroits, les Allemands ne résistaient même pas. Ils s'écartaient simplement du chemin. Dans les airs, la Luftwaffe n'existait presque plus. Les soviétiques dominèrent le ciel avec des milliers d'appareils qui attaquaient sans opposition. Les pilotes allemands qui restaient savaient que chaque vol pourrait être le dernier. La perception d'une nation entière se contracta.
On ne pensait plus à la victoire, mais au temps qu'il restait avant que les premiers chars ennemis n'apparaissent dans les rues de la capitale. L'idée que Berlin était imprenable s'était effondrée. Les rapports parlaient de colonnes ennemies avançant à 30 km par jour. Pour beaucoup de soldats, la guerre cessa d'être un devoir et devint un sablier dont le sable ne tombait plus que dans une seule direction. Une phrase commença à se répéter parmi les soldats allemands dans les forêts de l'Est, dans les villages en ruine et dans les wagons bondés de réfugiés. Ce n'est plus une guerre, c'est la fin du monde. L'aube du 16 avril 1945 arriva dans un silence tendu. Le long de l'Oder, où l'armée allemande avait établi ce qu'elle croyait être sa dernière grande ligne défensive, les hommes attendaient sans parler, les mains engourdies sur les fusils et les yeux fixés sur l'obscurité. À 3h30 du matin, ce calme fut brisé. Plus de 40 000 pièces d'artillerie soviétique ouvrirent le feu simultanément, illuminant le ciel d'éclairs rouges qui semblaient des éclairs figés au-dessus de la terre. Ce fut le plus grand bombardement concentré de l'histoire militaire européenne. L'offensive de l'Oder avait commencé. Pendant 40 minutes, le feu soviétique frappa les positions allemandes sans interruption. Les soldats de la Wehrmacht, dissimulés dans des tranchées improvisées entre les marais de la rivière Neisse et les hauteurs de Silo, tremblaient non par peur, mais parce que la terre sous leur corps se déplaçait. Beaucoup devinrent sourds dans les premières minutes. Les lignes téléphoniques furent coupées immédiatement. Les postes d'observation furent pulvérisés. Une division allemande entière cessa d'exister avant même que le premier char soviétique n'avance. L'offensive avait été planifiée avec une précision obsessionnelle par les maréchaux Georgi Zhukov et Ivan Koniev, bien que Staline ne leur ait pas accordé une victoire partagée. Il les mit délibérément en concurrence, ordonnant à chacun d'eux de rivaliser pour être le premier à atteindre le cœur du Reich. Zhukov, à la tête du premier front biélorusse, devait briser la ligne de Silo et entrer directement à Berlin par l'Est. Koniev, commandant le premier front ukrainien, devait pénétrer par le sud et s'assurer de ne pas rester en arrière. La ville qui avait été le symbole de la puissance européenne devait désormais devenir le trophée absolu. À 4 heures du matin, Zhukov ordonna la deuxième phase de l'attaque. Des milliers de projecteurs s'allumèrent simultanément, projetant des faisceaux de lumière blanche sur le champ de bataille. L'objectif était d'aveugler les défenseurs allemands et d'éclairer l'avancée de l'infanterie soviétique. Mais un épais brouillard, mêlé à la fumée et à la poussière de la terre, réfléchit la lumière de manière chaotique. Vue du ciel, la ligne de front ressemblait à un océan de brume illuminé de l'intérieur, où des silhouettes humaines se déplaçaient comme des ombres convulsées. La guerre était entrée dans sa phase finale et ne répondait plus aux lois du combat conventionnel. C'était tuer ou mourir. Hitler avait confié la défense de l'Oder au colonel-général Gotthard Heinrici, probablement le dernier commandant allemand capable de freiner temporairement l'avancée soviétique. Heinrici, un homme austère, profondément religieux et presque obsessionnel, avait ordonné de retirer les premières lignes allemandes juste avant le bombardement, anticipant la tactique soviétique consistant à écraser l'avant-garde avant l'attaque frontale. Grâce à ce repli, des milliers de soldats allemands furent sauvés du feu initial. Ce fut un acte de génie tactique, mais aussi un aveu désespéré. Ils ne pouvaient pas arrêter l'attaque, seulement la retarder. Lorsque l'infanterie soviétique franchit l'Oder, elle trouva des cratères fumants au lieu de tranchées. Mais les mitrailleuses allemandes, placées sur la ligne suivante, ouvrirent le feu avec précision. Les hauteurs de Silo, dernier obstacle naturel avant Berlin, se transformèrent en carnage. Les divisions soviétiques avançaient, étaient massacrées et étaient immédiatement remplacées par de nouvelles vagues. Zhukov, sous la pression de Staline, ordonna aux chars T-34 d'avancer même sans soutien d'infanterie. Beaucoup restèrent embourbés dans les marais, brûlant tandis que leurs équipages tentaient de s'échapper dans les cris. À midi, la ligne défensive allemande n'était déjà plus une ligne. C'était une mosaïque de résistances isolées, des noyaux de soldats combattant depuis des caves, des fossés ou les débris de fermes. Les unités SS exécutaient tout allemand qui voulait se replier. Les routes étaient bloquées par des colonnes de civils qui tentèrent de fuir pendant que passaient les chars soviétiques. Le bruit de la bataille ne faiblissait pas, c'était une vibration continue, comme si l'air lui-même brûlait. Dans le bunker de la chancellerie, Hitler écouta le rapport annonçant le début de l'offensive.
Il croyait encore que Berlin pouvait tenir pendant des semaines. Il déclara que l'armée rouge sera détruite devant notre capitale comme Hannibal devant les murailles de Rome. Personne dans la salle ne répondit. Hors de ce sous-sol blindé, la réalité s'effondrait à chaque explosion. Guderian tenta d'informer que Zhukov avait engagé plus de 2 millions d'hommes dans l'attaque. Hitler répondit en frappant la table, exigeant des contre-attaques avec des divisions Panzer qui n'existaient déjà plus. Dans les forêts proches de la rivière Ness, les restes des unités allemandes se réorganisaient en marche. Les soldats portèrent des armes rouillées, certains avec des fusils italiens capturés, d'autres sans munitions suffisantes pour une journée de combat. Les commandants de compagnie débattaient pour savoir s'ils devaient tenir leur position ou se replier sans ordre. Dans la nuit du 16 avril, les messagers rapportèrent que les soviétiques avaient pénétré de plus de 10 kilomètres. Les hauteurs de Seelow, le bouclier de Berlin, étaient au bord de l'effondrement. Les positions allemandes furent éclairées par des incendies qui brûlaient sans contrôle. Le sol était couvert de corps, d'uniformes tachés de sang et de boue, de masques à gaz brisés et de casques perforés par la mitraille. Dans l'air flottait une odeur de chair brûlée mêlée à la poudre et au carburant répandu. Un officier allemand décrivit la scène par une phrase qui se répéterait dans toutes les chroniques de cette journée. « L'Oder n'est plus une ligne défensive, c'est la porte de l'enfer, et elle s'est ouverte pour les laisser passer. » La puissance de feu et la stratégie de l'armée rouge. Pour les soldats allemands, la journée commençait lorsque la terre tremblait. Les chroniques de la Wehrmacht décrivent ce son comme « la respiration d'un monstre ». C'était le signal sans équivoque que l'armée rouge, avec toute sa machinerie, était en mouvement. Et sa puissance se manifestait par un bombardement continu, ininterrompu et dévastateur. L'artillerie soviétique était devenue l'axe central de sa doctrine militaire. Staline l'avait définie avec une brutalité simple. « L'artillerie est le dieu de la guerre ». Cette phrase n'était pas de la propagande, c'était une réalité tactique. L'URSS avait mobilisé plus de 46 000 pièces d'artillerie rien que pour l'offensive finale contre l'Allemagne. Chaque kilomètre de front pouvait recevoir l'impact de plus de 300 canons tirant simultanément. On ne tirait pas pour détruire une position précise, mais pour pulvériser toute une bande de territoire. La destruction était si vaste que, dans certains secteurs, les forêts disparurent de la carte militaire. Ce qui était auparavant une ligne d'arbres devint un terrain plat, couvert de cratères fumants et de restes de ferraille fondue. Les unités d'artillerie lourde tiraient sans cesse, ravitaillées par des trains entiers chargés d'obus. Le calcul soviétique était implacable, entre 200 et 250 kg d'explosifs par seconde, pendant des heures. Les Allemands l'appelaient « Höllenfeuer », le feu de l'enfer. Dans de nombreux secteurs, les divisions allemandes n'avaient même pas le temps de voir l'ennemi. Elles étaient ensevelies par les explosions, enterrées dans leurs propres tranchées avant même que l'assaut terrestre ne commence. Les effets psychologiques étaient dévastateurs. Un rapport du 9e armée allemande signalait « Les hommes ne combattent plus. Ils ne font que crier, certains rire, d'autres tentent de fuir vers l'ouest sans attendre d'ordre. » L'armée rouge avait appris à coordonner son artillerie avec une précision millimétrique. Les observateurs avancés transmettaient les coordonnées exactes par des radios protégées, tandis que les maréchaux Zhukov et Koniev supervisaient le rythme du feu comme des chefs d'orchestre de la destruction. L'innovation tactique incluait l'emploi des Katyushas, lance-roquettes multiples montées sur camions, capables de tirer 16 projectiles en à peine 10 secondes. Le son caractéristique de leur lancement, un hurlement prolongé et terrifiant suivi d'une série d'explosions, provoquait une panique immédiate chez quiconque se trouvait dans la zone. Après la guerre, de nombreux soldats allemands affirmèrent qu'ils préféraient affronter un char ennemi plutôt que d'entendre à nouveau cette pluie de feu. Cependant, la supériorité soviétique ne se limitait pas à l'artillerie. Les cieux appartenaient eux aussi à l'armée rouge. L'aviation soviétique déploya plus de 15 000 avions pour l'offensive finale. Les bombardiers PE-2 et IL-4 attaquèrent les positions allemandes sans rencontrer de résistance. La Luftwaffe, autrefois maîtresse du ciel, était réduite à quelques appareils dépourvus de carburant et de pilotes chevronnés. Certains chasseurs allemands ne décollèrent même plus. Ils étaient enterrés pour servir de fortifications improvisées. Il n'y avait plus de ligne de bataille nette. L'ennemi semblait être partout. Le bombardement ne cessait pas la nuit. Le ciel brûlait de teintes orangées.
Les hauteurs de Silo s'illuminèrent comme si le soleil avait décidé de se lever à minuit. Depuis l'arrière, les civils pouvaient voir la lueur du front à 50 km de distance. Les réserves allemandes disparurent avant même d'entrer en combat. Les camions transportant les munitions étaient touchés par le feu de l'artillerie avant d'atteindre le front, incapables même d'entamer la fuite face à la brutalité de l'adversaire. Les colonnes de soldats étaient anéanties en pleine marche. Au milieu du désespoir, la réaction de la Wehrmacht fut de tenter de redistribuer ses rares chars Panzer pour stopper les avancées soviétiques. Mais chaque mouvement était observé depuis les airs, et chaque concentration de chars était détruite avant même de pouvoir se déployer. L'ampleur de la puissance soviétique ne reposait pas uniquement sur la technologie, mais sur des effectifs humains qui semblaient inépuisables. Plus de 2,5 millions de soldats avancèrent sur l'Allemagne. Chaque fois qu'une division subissait des pertes, elle était immédiatement remplacée par une autre. L'armée rouge ne s'arrêtait pas pour consolider ses positions, elle avançait tout simplement. Les pertes faisaient partie du calcul. Staline l'avait dit sans détour. Les pertes se comptent en mètres gagnés, pas en vie. Le dirigeant de l'Union soviétique était prêt à sacrifier jusqu'au dernier de ses hommes pour avancer d'un pouce de plus vers le centre du pouvoir allemand. Les hordes rouges se jetaient sur l'ennemi presque sans penser à leur propre vie. À chaque soldat en suivaient 3 autres. Les généraux allemands commencèrent à parler de la guerre comme d'une lutte contre le temps et non contre un ennemi. Les réserves soviétiques semblaient infinies. C'était comme tenter de creuser la pierre avec de l'eau. L'effet psychologique de l'avancée soviétique sur les états-majors allemands fut dévastateur. Le général Heinrichi, observant les premiers assauts sur l'Oder, écrivit dans son journal « Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ce n'est plus une bataille, c'est la démolition d'un continent. » Les rapports envoyés au commandement de Berlin devenaient de plus en plus brefs. Ils se composaient de mots simples indiquant des besoins immédiats, comme « sans munitions »,« sans carburant » ou « sans hommes ». En contraste, les registres soviétiques célébraient chaque avancée comme une justice historique. De nombreux journaux de soldats russes décrivèrent ce moment comme « le retour au foyer », considérant que Berlin était l'origine de toute la destruction subie par leur patrie. À l'aube du 1er avril 1945, alors que Berlin s'accrochait encore à l'illusion de résister, 2 hommes observèrent la carte du Reich avec une ambition silencieuse. Gueorgui Zhukov et Ivan Koniev, les 2 maréchaux les plus célèbres de l'armée rouge, ne dirigeaient pas seulement des armées, ils rivalisaient pour l'histoire. Tous 2 savaient que Staline n'accorderait la gloire de la chute de Berlin qu'à un seul. Et chaque kilomètre parcouru, chaque pont sécurisé, chaque division ennemie anéantie pouvait signifier la différence entre l'immortalité et l'oubli. Staline, assis dans son bureau du Kremlin, ne cacha pas son intention de les opposer. Le chef soviétique avait compris que la rivalité était une arme plus puissante que n'importe quel char. Au lieu d'assigner clairement les secteurs d'attaque, il traça des lignes ambiguës sur la carte. Il ordonna à Zhukov d'avancer directement depuis le front de l'Oder vers Berlin, tandis que Koniev devait pénétrer par le sud. Il n'établit pas de limite claire entre leurs zones d'opération. « Celui qui arrivera le premier, dit Staline sans changer de ton, sera celui qui plantera le drapeau rouge dans la capitale du fascisme. » Aucun des maréchaux ne répondit. Ce n'était pas nécessaire. La guerre finale n'était plus seulement contre l'Allemagne, elle était entre eux. Gueorgui Zhukov, héros de Moscou et de Stalingrad, était connu pour sa détermination brutale. Ses méthodes étaient directes, presque impitoyables. Il calculait les pertes en fonction de l'avancée attendue. Il avait un jour déclaré « Plus le feu est intense, plus vite l'ennemi sera réduit ». Il ne croyait pas aux manœuvres complexes. Sa stratégie pour prendre Berlin était aussi simple qu'effrayante. Écraser toute résistance par des vagues successives jusqu'à effacer complètement la capacité allemande de riposte. Ivan Koniev, plus réfléchi, moins impulsif, avait démontré lors d'opérations précédentes une flexibilité tactique supérieure. Son style combinait des attaques de précision et des enveloppements rapides. Il s'était forgé une réputation en préservant mieux la vie de ses hommes et par sa capacité à improviser sur le terrain. Mais il était aussi conscient que Zhukov le surpassait en prestige. Staline l'avait relégué plus d'une fois à des objectifs secondaires. Cette fois, il n'était pas disposé à rester en retrait. Le 2 avril, Staline convoqua les 2 maréchaux par radio chiffrée.
Il leur annonça que l'offensive générale commencerait le 16 avril. Il ne mentionna aucun couloir d'avance exclusif. Zhukov comprit le message à sa manière. Il devait arriver le premier, quel qu'en soit le prix. Koniev comprit qu'il avait carte blanche pour désobéir à toute frontière tactique s'il voyait une voie libre vers Berlin. L'ennemi n'était plus seulement Hitler, c'était l'autre maréchal soviétique. Le 16 avril, Zhukov lança son offensive sur les hauteurs de Silo avec une violence sans précédent. Il ordonna l'emploi simultané de projecteurs et d'artillerie lourde, convaincu qu'il briserait la ligne allemande en quelques heures. Mais la résistance de Heinrichi et le terrain marécageux contrarièrent son plan. Les pertes soviétiques furent catastrophiques. Les chars s'enlisaient dans la boue, l'infanterie tombait avant d'atteindre les défenses. À mesure que la journée avançait et que la ligne allemande tenait toujours, Zhukov commença à perdre le contrôle. Il hurlait des ordres à la radio, exigeait de nouveaux bombardements sans répit. Chaque minute qui passait était une humiliation face à Koniev, qui opérait au sud avec une progression plus fluide. Staline reçut les premiers rapports à midi. Il ne critiqua pas directement Zhukov. Il se contenta de communiquer à Koniev. « Vous êtes autorisé à vous diriger directement vers Berlin. Utilisez la route que vous jugerez appropriée. » C'était le coup de feu initial de la course. Koniev regarda la carte et vit son opportunité. Il pouvait prendre Berlin par le sud-ouest en franchissant la rivière Spree. Il ordonna à ses armées blindées d'avancer sans s'arrêter pour consolider les positions. « Celui qui regarde en arrière n'atteindra pas la capitale », dit-il froidement à ses commandants. Pendant ce temps, Zhukov intensifia son offensive. Il ordonna aux chars d'avancer même sous le feu direct de l'ennemi. Les pertes dépassaient toutes les estimations précédentes, mais le maréchal n'interrompit pas l'attaque. Staline, observant les communications, esquissa un léger sourire. Il avait obtenu ce qu'il voulait. 2 géants de l'armée rouge détruisant la dernière défense allemande en rivalisant entre eux. Le 19 avril, la ligne de Silov finit par se rompre. Zhukov envoya un message à Moscou. « L'ennemi est en retraite. Je suis à 70 km de Berlin. » Quelques minutes plus tard, il reçut un rapport de renseignement. Les troupes de Koniev avaient y percé les défenses allemandes du sud et avançaient rapidement par l'autoroute en direction de Berlin. La fureur de Zhukov fut immédiate. Il ordonna de rediriger des unités de chars pour couper cette route avant que Koniev ne prenne de l'avance. Les routes se remplirent de colonnes soviétiques se disputant l'espace dans une sorte de conflit interne qui tendit l'offensive jusqu'au risque d'un effondrement inutile. Certains rapports assurent même qu'il y eut des échanges de tirs isolés entre des unités de reconnaissance qui, selon leurs récits ultérieurs destinés à justifier leurs actes, auraient confondu leurs rivaux avec des forces allemandes. Néanmoins, nombreux sont ceux qui pensent que ces tirs étaient intentionnels. Pour Zhukov et Koniev, la rivalité était devenue un second front de la guerre. Le 20 avril, anniversaire d'Adolf Hitler, les premiers projectiles soviétiques commencèrent à tomber sur le centre de Berlin. Zhukov et Koniev envoyèrent des rapports simultanés à Staline, revendiquant chacun d'avoir été le premier à bombarder la capitale. Staline ne répondit pas. Il observait. Il attendait. Il savait que la véritable gloire ne résidait pas dans le bombardement de Berlin, mais dans la prise du Reichstag, symbole suprême de l'ennemi. Et un seul de ses maréchaux y parviendrait. Dans le bunker de la chancellerie, tandis que les couloirs vibraient sous les bombardements, Hitler demanda à voir la carte des lignes soviétiques. Il vit 2 forces colossales s'approcher de sa capitale depuis des directions différentes. « Ils n'attaquent pas Berlin », dit-il d'une voix brisée. « Ils se disputent pour le détruire. » Et le Führer ne se trompait pas. Le camp allemand et la résistance désespérée du général Heinrichi. Le 20 mars 1945, dans un bureau austère loin des mirages du bunker de Berlin, le colonel général Gotthard Heinrichi avait reçu l'ordre définitif, prendre le commandement du groupe d'armées Vistule et arrêter l'armée rouge dans son avance vers la capitale. C'était une mission militaire impossible. Heinrichi le savait. Ses forces étaient brisées, ses lignes de ravitaillement rompues, le moral des troupes au bord de l'effondrement. Mais il accepta. Non par loyauté envers Adolf Hitler ni envers le Reich, mais par un sens presque religieux du devoir. Retarder l'écroulement pour éviter une catastrophe encore plus grande pour la population civile. Heinrichi était un homme étrange pour l'ère nazie. Austère, profondément pieux, abstinent,
ennemi de l'ostentation et surtout dépourvu du fanatisme idéologique de ses collègues. Il voyait la guerre comme une calamité biblique, non comme une croisade raciale. Il savait que l'armée rouge ne s'arrêterait pas en prenant des villes ou en battant des divisions. Elle venait régler des comptes. Lorsqu'il arriva sur la ligne de l'Oder, il marcha en silence parmi les restes d'unités disloquées, observant les tranchées inondées, les positions d'artillerie ensevelies dans des cratères et les corps gelés de soldats sans cercueil. La bataille finale était sur le point de commencer et il devait organiser une armée qui n'existait déjà plus. Son premier acte fut tactique et audacieux. Il ordonna de retirer les troupes des lignes avancées afin d'éviter l'impact direct du bombardement soviétique initial. Contrairement à Hitler, qui exigeait de tenir chaque mètre comme s'il était sacré, Heinrich comprenait que la véritable défense consistait à préserver des hommes, non des positions. Ses subordonnés, surpris, l'avertirent que ce repli violait des ordres spécifiques du Führer. Heinrich répondit calmement « Une tranchée détruite ne peut pas être défendue. Un soldat vivant, lui, peut encore se battre. » Lorsque l'armée rouge lança le premier bombardement de l'offensive Oder-Neisse, les lignes de front allemandes étaient vides. Les explosions tombèrent sur des tranchées désertes, brûlèrent des barbelés inutiles et pulvérisèrent des fortifications improvisées. Zhukov interpréta l'absence de feu allemand comme le signe d'une victoire immédiate. Mais lorsque son infanterie avança avec confiance, les mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu depuis des positions dissimulées plusieurs kilomètres en arrière. Pendant quelques heures, Heinrich parvint à faire l'impossible, tromper la plus grande concentration de forces militaires de l'histoire européenne. Cependant, l'ampleur de l'attaque soviétique dépassait toute tentative de résistance humaine. Le premier front biélorusse et le premier front ukrainien avançaient comme deux géants titanesques convergeant vers Berlin. Heinrich parcourait les positions à pied, vêtu d'un manteau gris, le visage marqué par l'épuisement. Il s'arrêtait devant chaque tranchée et demandait aux soldats s'ils avaient de l'eau, s'ils avaient besoin de couverture, s'ils pouvaient continuer à résister. Ces hommes le respectaient non pour ses discours, mais pour son regard. Ils savaient que lui aussi attendait la mort. Il était impossible de ne pas penser que la fin des fins approchait à pas pressés, à la vitesse de croisière d'un char. Les rapports en provenance du front devenaient de plus en plus désespérés. Des unités entières se réduisaient à des groupes de 20 ou 30 hommes. Les munitions se comptaient à l'unité. Dans certains secteurs, les soldats ne tiraient que lorsqu'ils voyèrent la cible à moins de 100 mètres. Les ordres venant de Berlin étaient délirants. Des contre-attaques inexistantes, des divisions fantômes censées surgir de la carte. Heinrich, sans élever la voix, commença à les ignorer. Sa guerre n'était déjà plus celle de Hitler. C'était une guerre contre le temps. Le 18 avril, lors d'une réunion de commandement, Heinrich annonça qu'il n'y aurait pas de retraite vers Berlin. Chaque mètre cédé devait coûter du sang soviétique. Non parce qu'il croyait à la victoire, mais parce que chaque jour gagné signifiait que des dizaines de milliers de civils pouvaient fuir vers l'Ouest, où ils espéraient se rendre aux Américains. « Nous combattons pour sauver ce qui reste de l'Allemagne, pas le régime », dit-il sans l'écrire. Cette phrase ne fut jamais prononcée publiquement, mais elle fut comprise par tous les présents. Dans la nuit du deuxième jour de l'offensive, Heinrich observa les hauteurs de Silo enveloppées de feu. Le sol brûlait de traînées orangées. L'artillerie soviétique ne cessait pas un seul instant. Les équipes médicales avaient cessé d'exister. Il ne restait plus personne pour relever les blessés, soigner les malades, ni même enterrer les morts. Les routes étaient couvertes de véhicules détruits, de chevaux morts, de civils pris au piège parmi les décombres. L'air sentait l'ammoniac, la poudre et la chair brûlée. Ce n'est pas la fin d'une bataille, c'est la fin d'un monde. Malgré sa discipline de fer, Heinrich entra peu à peu en conflit direct avec Hitler. Il refusa d'exécuter des ordres qu'il jugeait suicidaires pour ses hommes. Il refusa de participer à des décisions impliquant de sacrifier des villes entières en vain, sachant que chaque homme ou enfant qu'il envoyait affronter la poussée soviétique serait un Allemand de moins pour relever la patrie après la chute du nazisme. Hitler, furieux, l'accusa de lâcheté et le traita de traître, accusation à laquelle Heinrich ne répondit pas. Il savait que son destin était scellé et que la défaite était inévitable. Mais tant qu'il aurait des hommes sous ses ordres, il continuerait à se battre non pour sauver le Führer, mais pour éviter que l'armée rouge n'arrive avant que le peuple allemand ne puisse fuir. Le 20 avril, après 4 jours de combats continus, la ligne se brisa. La 9e division de parachutistes avait été anéantie.
Les positions de Silo étaient silencieuses. Les troupes soviétiques franchissaient déjà le dernier obstacle naturel avant Berlin. Heinrici reçut un ultime rapport. Les forces restantes ne peuvent plus poursuivre la défense. Ordonnez la retraite ou nous serons encerclés. Heinrici se leva, prit sa casquette et sortit de la tente de commandement. Il observa l'horizon. Il n'y avait ni soleil ni ciel, seulement des colonnes de fumée s'élevant vers le vide. Il ne dit pas un mot. La dernière grande défense de l'Allemagne s'était évanouie. La route de Berlin était ouverte, tandis que le peuple allemand fuyait vers l'ouest, tandis que les hauts commandements cherchaient à négocier leur reddition ou à s'échapper en avion. Un groupe d'hommes marchait vers Berlin, prêts à se sacrifier. Ce n'étaient pas des Allemands de souche. Ils étaient venus de Norvège, du Danemark, de Belgique, de France, des Pays-Bas, de Croatie, de Lettonie et même de Grande-Bretagne. Ils avaient abandonné leur drapeau natal pour servir la Waffen-SS avec un serment personnel. Combattre jusqu'au bout pour Adolf Hitler, alors même que les Allemands eux-mêmes commençaient à abandonner ce nom comme s'ils brûlaient les lèvres. Beaucoup portaient sur l'uniforme un écusson avec une croix nordique, un lion flamand ou des runes vikings. D'autres arboraient des insignes avec le soleil noir de Himmler ou la tête de mort de la Totenkopf. Pour eux, la chute du Reich n'était pas seulement la défaite d'une nation, mais l'effondrement d'une vision du monde. Ils croyaient que Berlin n'était pas simplement une capitale, mais la Rome idéologique d'un empire racial qui n'avait jamais existé. Et ils savaient que s'ils étaient capturés, ils n'auraient pas droit à une reddition honorable. Ils seraient fusillés comme traîtres par les alliés occidentaux ou exécutés sans procès par les soviétiques. La plus redoutée de ces forces était la 33e division SS Charlemagne, formée de volontaires français. Ils arrivèrent à Berlin à la mi-avril, alors que les unités allemandes se désagrégeaient déjà. L'un de leurs officiers, Henri Fenet, déclara à ses hommes « La France est morte. C'est seulement ici, à Berlin, que nous pouvons construire sa renaissance. » Des paroles prononcées devant un groupe de soldats qui n'avaient plus de patrie vers laquelle revenir. Ils combattirent parmi les ruines de Neukölln, tirant des Panzerfaust depuis les fenêtres d'immeubles en flammes. En à peine 2 jours, ils détruisirent 11 chars soviétiques. Quand ils furent à court de munitions, ils continuèrent à se battre avec des grenades à main et des couteaux. Aucun ne se rendit. Au nord du Reichstag, la 11e division SS Nordland, composée de Norvégiens et de Danois, défendait le pont de Weidendamer aux côtés de restes d'unités allemandes. Son commandant, Fritz von Scholz, était tombé des mois plus tôt, mais son esprit demeurait vivant chez ces hommes qui croyaient lutter pour préserver la pureté de l'Europe. Beaucoup portaient des médailles gagnées sur le front de Leningrad. Le long de la Spree combattaient aussi des Lettons des 15e et 19e divisions SS qui avaient juré de ne pas tomber vivants entre les mains soviétiques. Ils avaient vu leurs villages détruits, leurs familles déportées en Sibérie. Pour eux, se battre à Berlin était le dernier acte de rébellion contre la domination russe. Certains portaient des bombes improvisées attachées au corps, avec l'intention de se jeter sur les chars ennemis lorsqu'ils n'auraient plus de balles. Dans le quartier gouvernemental, une unité britannique de la Légion de Saint-Georges, créée par John Amry, fils d'un ministre du cabinet de Churchill, résistait aux côtés des restes des jeunesses hitlériennes. Amry avait été capturé et condamné à mort pour trahison, mais un petit groupe de partisans restait à Berlin. Ils étaient peu nombreux, peut-être 50 au total, mais ils étaient déterminés à mourir au combat plutôt que d'affronter la pendaison dans leur pays natal. À mesure que l'encerclement soviétique se resserrait, ces forces étrangères devinrent les combattants les plus fanatiques et les plus efficaces du côté allemand. Ils ne désertèrent pas, ils ne négocièrent pas, ils ne reculèrent pas. Chaque bâtiment se transformait en forteresse, chaque cave était une tranchée. Tandis que des unités de la Wehrmacht tentaient de se rendre avec des drapeaux blancs improvisés, les SS étrangers continuaient de tirer, y compris contre des soldats allemands qui cherchaient à fuir. Lorsque les troupes de Zhukov prirent le Reichstag, ce furent les Français de la Charlemagne qui lancèrent la dernière contre-attaque. Ils avancèrent entre des colonnes effondrées et des rideaux de fumée, tirant sur tout mouvement. Certains moururent sous les jets de lance-flammes, d'autres sous l'effondrement de toits détruits par l'artillerie. Un soldat français écrivit sur un morceau de carton avant de mourir « Nous ne combattons pas pour Hitler, nous combattons pour l'idée que nous portons en nous ». Malgré l'aide des étrangers qui voulèrent combattre le communisme,
L'armée allemande n'était déjà plus une armée. C'était une masse d'hommes dispersés, sans carburant ni munitions, qui se déplaçaient parmi les décombres d'un pays en effondrement. Les divisions que Hitler mentionnait encore sur ses cartes n'existaient tout simplement pas. De la 25e division Panzer, il ne restait que 11 chars. Une division d'infanterie devait compter 15 000 hommes. Certaines atteignaient à peine les 600. Les routes vers Berlin étaient saturées non de colonnes organisées, mais de restes d'unités mêlées à des civils, des enfants, des charrettes, des soldats sans bottes, des officiers à bicyclette et des camions abandonnés faute de carburant. La logistique du Reich avait implosé, dévastant toutes les lignes de ravitaillement. Les dépôts de nourriture étaient vides, les trains n'arrivèrent plus, les chauffeurs désertaient. Beaucoup de soldats n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Le pain noir se distribuait en tranches de la taille d'une boîte d'allumettes. Les rations de combat standard avaient cessé d'exister. Certains combattants faisaient bouillir le cuir de leur ceinturon pour en tirer une soupe gélatineuse. D'autres dépouillaient les cadavres de chevaux morts pour obtenir de la viande congelée et crue. Les Allemands avaient déjà connu l'état de rapine lors de la bataille de Stalingrad, même si la plupart des Berlinois n'en avaient entendu parler que par des rumeurs venues du front de l'Est. Cette nouvelle réalité fut un choc brutal pour une société qui, peu de temps auparavant, baignait dans une économie impériale promettant de conquérir sans peine une grande partie de l'Europe. Mais si peu de temps après, tout avait changé, et le triomphe s'éloignait de plus en plus. Il n'y avait pas que la nourriture qui manquait. L'ennemi approchait des portes, et les munitions se comptaient au coup par coup. Les officiers ordonnaient à leurs hommes d'ouvrir le feu uniquement lorsque l'ennemi serait suffisamment proche pour être vu à l'œil nu. Dans certains secteurs, les soldats se partageaient un fusil à 3. Les Panzerfaust, dernier recours anti-chars, étaient utilisés même par des civils enrôlés de force. Les obus d'artillerie étaient stockés dans des caisses vides pour simuler des réserves inexistantes. Les unités qui recevaient l'ordre de contre-attaquer répondaient par le silence. Le chaos moral dépassait le chaos militaire. La discipline s'était désintégrée. Dans les forêts à l'est de la Spree, des groupes de soldats abandonnaient leur position en pleine nuit, laissant derrière eux des officiers endormis. D'autres ôtaient leurs uniformes pour se mêler aux réfugiés. Ceux qui étaient capturés par la Feldgendarmerie, la police militaire allemande, étaient exécutés immédiatement. Les rues se remplirent de corps portant des pancartes pendues au cou. Déserteurs, lâches, traîtres au Führer. Bien souvent, les exécutants étaient eux-mêmes des garçons du Volkssturm, des adolescents armés de fusils du siècle précédent. Au sein de la Wehrmacht apparurent des débuts de mutineries silencieuses. Des officiers qui tentaient encore d'organiser la défense des hauteurs de Seelow se disputaient ouvertement entre eux. Certains exigeaient de se replier vers Berlin pour former un dernier périmètre défensif. D'autres voulaient fuir vers l'Elbe pour se rendre aux Américains. Aucun ne croyait plus à la victoire. La guerre était devenue une course pour éviter de tomber vivant entre les mains de l'armée rouge. « Je préfère 20 ans dans un camp français que 20 minutes avec les Russes », écrivit un caporal dans son journal avant de s'enfuir vers l'ouest. Le haut commandement continuait d'émettre des ordres irréalistes. Hitler ordonnait des contre-attaques de grande force avec des divisions Panzer qui n'existaient que sur le papier. Keitel et Jodl transmettaient des messages qui commencèrent par « Le Führer attend », comme si la volonté de Hitler pouvait faire surgir des chars du néant. Dans les salles de commandement, des officiers brûlaient des cartes pour ne pas laisser de preuves de retraite. Guderian se disputa violemment avec Hitler, exigeant l'autorisation d'évacuer Berlin. Il fut remplacé. Tout officier qui laissait entendre que la guerre était perdue était écarté ou menacé par le peloton d'exécution. Au front, la réalité était tout autre. Les troupes de première ligne voyèrent leurs flancs disparaître. Les batteries d'artillerie devenèrent muettes faute de projectiles. Les émetteurs radio ne diffusaient plus que des interférences ou des appels à l'aide impossibles à satisfaire. Des unités entières se rendaient sans tirer un coup de feu. D'autres continuaient à se battre par inertie, non par espoir, mais parce qu'elles ne savaient pas quoi faire d'autre. « Nous continuons à tirer parce que nous sommes encerclés et que nous ne pouvons pas fuir », écrivit un lieutenant dans la périphérie de Fürstenwalde. La dévastation morale atteignit même les officiers de haut rang. Certains commencèrent à disparaître mystérieusement après des réunions de commandement, laissant leurs uniformes pliés avec un pistolet posé dessus. D'autres se suicidèrent dans leurs véhicules en voyant les premiers chars soviétiques. La mort était devenue un choix privé.
Le serment au Führer n'avait plus de poids. Il ne restait que l'instinct de survie ou la résignation face à l'inévitable. Dans de nombreuses unités, les soldats cessèrent de répondre au salut nazi. Le Heil Hitler fut remplacé par une brève phrase murmurée entre les dents « Survie ». C'était un adieu, un souhait, une dernière fois. Ils ne se battèrent plus pour un Reich ni pour un drapeau. Ils se battaient pour la possibilité d'atteindre la nuit suivante. L'effondrement ne se produisit pas sur une seule ligne. Il se produisit en chaque soldat, un par un, tandis que l'artillerie soviétique continuait d'avancer vers la capitale. La bataille de Seelow, l'encerclement de Berlin et la chute du Führerbunker. La nuit du 15 avril 1945 tomba sur le fleuve Oder comme un présage ancien. Le ciel était couvert de nuages bas et l'humidité formait une brume épaisse qui s'accrochait au sol. Le long de la rive, des centaines de milliers de soldats soviétiques attendaient l'ordre d'avancer. On n'entendait aucune voix. Il n'y avait pas de feu de camp. Seulement un silence mécanique, chargé d'attente. Les artilleurs gardaient les mains sur les leviers. Les opérateurs des Katyusha faisaient tourner les moteurs à bas régime. L'armée rouge s'était transformée en un organisme vivant prêt à déchaîner un cataclysme. À 3h30 du matin, le 16 avril, l'horizon s'embrasa soudain. Des milliers de projecteurs braquèrent depuis l'arrière soviétique vers les positions allemandes, illuminant la brume par en dessous et créant une lueur irréelle, spectrale. Au même instant, 40 000 pièces d'artillerie ouvrirent le feu en une seule salve. Le fracas fut si puissant qu'à Berlin, à 70 km de distance, les fenêtres vibrèrent. Les hauteurs de Seelow, dernier bastion naturel avant la capitale, se transformèrent en un enfer d'explosions continues. La terre s'ouvrit. Les tranchées disparurent. Les défenses allemandes furent littéralement soulevées dans les airs. Le général Zhukov, observant depuis un poste surélevé, s'attendait à ce que tout le front allemand s'effondre en quelques heures. Staline exigeait des résultats immédiats. Chaque minute comptait. Zhukov savait que le maréchal Konev avançait depuis le sud avec la même ambition. Cette offensive n'était pas seulement une opération militaire. C'était une course pour la gloire de la prise de Berlin. Chaque explosion à Seelow était aussi un battement du cœur politique du maréchal, mais le colonel général Heinrichi avait anticipé le mouvement. Il avait ordonné de retirer les premières lignes allemandes juste avant le bombardement. Les tranchées restèrent vides. Lorsque les premiers soldats soviétiques avancèrent parmi les cratères fumants, ils furent accueillis par le feu de mitrailleuses depuis des positions dissimulées plus en arrière. L'attaque, conçue pour détruire entièrement la ligne défensive allemande, se heurtait désormais à une résistance dispersée mais méthodique. Les pertes soviétiques commencèrent à s'accumuler. Zhukov ordonna d'intensifier le feu. Pendant 3 jours, l'artillerie ne cessa pas. Les Katyusha lançaient des roquettes par vagues. Le ciel brûlait de traînées qui tombaient comme des comètes en feu. Les chars T-34 avançaient dans la boue sous le feu direct, tentant d'ouvrir la voie à l'infanterie. Mais le terrain, délibérément inondé par les Allemands, se transforma en un marécage mortel. De nombreux blindés restèrent immobilisés, enfoncés jusqu'aux tourelles. Leurs équipages mouraient immolés à l'intérieur lorsque les projectiles ennemis atteignaient les réservoirs de carburant. Les soldats allemands se battaient comme si chaque colline était leur tombe inévitable. Les unités du Volkssturm, composées de vieillards et d'adolescents, s'accrochaient à leur position, tirant des Panzerfaust à bout portant. Les divisions Panzer restantes se déplaçaient constamment pour éviter le feu ennemi, mais chaque fois qu'un de leurs chars était détruit, le reste commençait à reculer sans ordre. La Luftwaffe n'apparaissait qu'à de rares occasions, incapable de changer le cours de la bataille. Le 17 avril, Zhukov reçut une communication directe du Kremlin. Le camarade Staline demande les raisons d'une avance si lente. Le maréchal, sous pression, ordonna des attaques frontales sans tenir compte des pertes. Les soldats soviétiques avançaient par vagues, sachant que beaucoup ne reviendraient pas. La consigne était claire. La mère patrie est derrière nous. L'ennemi est devant nous. Il n'y a pas de retraite possible. Les commissaires politiques tirèrent sur tout homme qui hésitait à avancer. Les hauteurs de Seelow se transformèrent en un champ de mort sans interruption. Le sang se mêlait à la pluie et à la boue. Des milliers de corps restaient abandonnés entre les cratères. Les arbres brûlaient comme des torches noires. Une unité allemande de parachutistes fut anéantie en une seule heure. Un officier soviétique écrivit dans son journal « Le sol tremble comme s'il voulait échapper à l'horreur ».
Pourtant, l'avancée continuait. Les lignes de Heinrichi commencèrent à céder le 3e jour. Les soldats allemands, épuisés, sans munitions ni renforts, ne pouvaient plus contenir les vagues soviétiques. Les communications étaient détruites. Les commandants allemands fuyaient vers Berlin sans attendre d'instructions. La dernière ligne de collines, noircie et couverte de cadavres, fut perdue à l'aube du 19 avril. Zhukov ne célébra pas. Il contempla le terrain dévasté, conscient d'avoir sacrifié des dizaines de milliers d'hommes pour ouvrir une porte vers Berlin. Staline ne le félicita pas. Il envoya seulement une phrase sèche par radio. « Poursuivez vers la capitale ». Les hauteurs de Zielona étaient tombées. La route de Berlin était ouverte. Le 20 avril 1945, alors qu'Adolf Hitler célébrait ses 56 ans dans le bunker de la chancellerie, l'artillerie soviétique commença à tirer directement sur le centre de Berlin. Ce n'était ni une attaque aérienne, ni un combat en périphérie. Ce furent les premiers obus à longue portée frappant la capitale du Reich. Les explosions secouèrent les fondations des bâtiments gouvernementaux. Les vitres du Reichstag vibrèrent avec un son aigu, comme si elles gémissaient. La guerre était arrivée au cœur de l'Allemagne, et il n'y avait plus de voie de fuite. Le maréchal Zhukov avait réussi à briser le front sur les hauteurs de Zielona. Ses chars T-34 avançaient désormais à travers des routes couvertes de réfugiés, de boue et de débris de véhicules allemands. Au sud, le maréchal Koniev traversait le fleuve Spree, repoussant les dernières unités de la Wehrmacht vers le nord-ouest. Staline n'avait donné qu'un ordre à ses deux maréchaux, encercler Berlin complètement et sceller son destin. Chaque armée soviétique se déplaçait avec la précision d'une tenaille se refermant sur la gorge d'un animal mourant. Les accès à la ville furent perdus en quelques heures. L'autoroute de Francfort tomba le 21 avril. Potsdam fut encerclée le 22. Les routes vers l'ouest, utilisées par des milliers de civils désespérés pour fuir vers les lignes américaines, furent sous le feu de l'artillerie. Beaucoup de réfugiés, en voyant les chars soviétiques à l'horizon, abandonnaient leurs chariots et se précipitaient dans les forêts. D'autres, épuisés, se mettaient à genoux sur les routes, les mains sur la tête, attendant une mort rapide. Les colonnes de véhicules militaires tentaient de se frayer un passage de force, écrasant ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Le chaos n'était plus la conséquence de la défaite, c'était la forme même de la résistance. À Berlin, la population reçut la nouvelle de l'encerclement avec un mélange de stupéfaction et de résignation. Les autorités du parti nazi ordonnèrent qu'aucun civil ne quitte la ville. La radio diffusait des discours exaltant le sacrifice final du peuple allemand. Goebbels déclara que Berlin deviendrait la forteresse invincible du national-socialisme. Mais les Berlinois n'écoutaient plus ces paroles. Ils entendaient le tonnerre incessant du feu soviétique, comme si la terre elle-même se fissurait sous leurs pieds. Le Führerbunker se remplissait de cartes signalant des positions qui n'existaient déjà plus. Hitler, pâle, la main droite tremblante, traçait des flèches imaginaires, ordonnant des contre-attaques de divisions qui avaient été détruites des jours plus tôt. Il ordonna au général Wenck de lancer une attaque depuis l'ouest pour libérer Berlin. Wenck disposait à peine d'unités incomplètes d'adolescents du Volkssturm. Loin d'exécuter les ordres, il tenterait de fuir vers l'Elbe. Hitler créait une réalité parallèle dans laquelle des forces inexistantes pouvaient encore changer le destin du Reich. Le général Helmut Weidling, commandant de la défense de Berlin, parcourut une dernière fois le périmètre extérieur. Il trouva des positions de mitrailleuses vides, des canons sans munitions, des positions anti-chars occupées par des hommes âgés de 60 ans armés de fusils de musée. Pourtant, les soviétiques avançaient prudemment. Ils savaient que Berlin serait une bataille de maison en maison, de sous-sol en sous-sol. Les ordres de Zhukov étaient clairs: encercler la ville complètement avant d'y pénétrer, couper toutes les routes d'évasion et laisser la peur faire son œuvre. Le 23 avril, l'encerclement fut officiellement complet. Berlin était entouré. Personne n'entrait ni ne sortait. L'armée rouge contrôlait chaque route, chaque carrefour, chaque pont. Les soldats soviétiques hissaient des drapeaux rouges sur les villages du périmètre extérieur. Le bruit des moteurs des chars se mêlait aux pleurs des civils se cachant dans les sous-sols. Les bâtiments gouvernementaux étaient remplis de fonctionnaires brûlant des documents, jetant des dossiers dans les flammes, détruisant les preuves d'années de crimes et de complicité. La fumée de ces feux se mêlait à celle des bâtiments bombardés, créant un brouillard sombre qui recouvrait le centre de la ville comme un linceul. Dans la chancellerie,
Hitler reçut la confirmation que Heinrich Himmler avait tenté de négocier la reddition avec les alliés occidentaux. Cette nouvelle fut un coup personnel. Le régime s'effondrait non pas sous la force de l'ennemi, mais à cause de trahisons internes. Hitler cria que tout était perdu. Puis, il se ressaisit et prononça la phrase qui marquerait les esprits « La guerre est perdue. Mais si vous, messieurs, pensez que je quitterai Berlin, vous vous trompez. Je préfère me tirer une balle dans la tête. » À la surface, les civils se rassemblaient en longues files devant les abris anti-aériens. Certains portaient des valises, d'autres poussaient des poussettes. Beaucoup de femmes tenaient des bouteilles vides pour tenter d'obtenir de l'eau des sources publiques, encore en fonctionnement. La terreur n'était plus abstraite. Les obus frappaient les rues principales, arrachant des morceaux de bitume et envoyant des éclats de métal contre les murs, les fenêtres, les corps humains. Cette nuit-là, les Berlinois virent une image qu'ils n'oublièrent jamais, la lumière des incendies se reflétant dans les eaux silencieuses du fleuve Spree, tandis que des colonnes soviétiques entraient dans la ville. Berlin cessait d'être la capitale du Reich, elle était devenue un piège. L'air à l'intérieur du Führerbunker était saturé d'humidité, de sueur et de fumée de cigarettes. Les murs suintaient de condensation. Le sol, recouvert de linoléum bon marché, s'enfonçait légèrement sous chaque pas. Le complexe souterrain, enterré à 8 mètres sous les jardins de la chancellerie du Reich, n'avait ni fenêtre ni lumière naturelle. Tout ce qui s'y passait était artificiel. La lumière, le temps, la voix du Führer. Dehors, Berlin brûlait. À l'intérieur, le monde du régime nazi continuait de fonctionner comme un théâtre où les acteurs savaient déjà que la pièce était terminée, mais devaient continuer à réciter leurs répliques. Adolf Hitler vivait isolé dans un petit appartement souterrain. Il marchait en traînant les pieds, voûté, la main gauche constamment appuyée sur la table. Il souffrait de tremblements incontrôlables. Ses yeux étaient enfoncés et cernés de taches violacées. Parfois, il murmurait, d'autres fois, il hurlait des ordres à des généraux imaginaires. Il passait des heures devant une carte où il déplaçait des divisions qui n'existaient déjà plus. Il exigeait des contre-attaques venant du nord par le général Steiner, bien que Steiner ne comptait que quelques centaines d'hommes dispersés et sans munitions. La réalité n'avait plus d'importance. Pour Hitler, continuer à donner des ordres signifiait continuer à exister. Eva Braun passait la plupart de son temps dans une chambre décorée de meubles élégants rapportés d'Obersalzberg. Elle portait des tenues soignées, se maquillait chaque matin et buvait du champagne dans des coupes en cristal comme si elle était encore à une soirée de gala. Elle riait de manière forcée, racontait des anecdotes sans importance, ignorant délibérément le fracas des bombardements. Certains jours, elle s'asseyait près de Hitler pendant qu'il lisait des parties de guerre inventées. Elle l'écoutait avec une expression béatifique, comme si elle assistait à la fin glorieuse d'une tragédie. Personne ne parlait du destin qui les unissait. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, s'était installé avec son épouse Magda et leurs 6 enfants dans le bunker. Goebbels passait des heures à rédiger des discours qui ne seraient jamais diffusés, convaincu que son devoir était de laisser un témoignage de l'esprit national-socialiste pour les générations futures. Magda, résignée à la défaite, s'occupait des enfants tout en murmurant qu'elle ne permettrait pas qu'ils vivent dans un monde sans le national-socialisme. Dans les couloirs, les enfants jouaient avec des soldats de métal, tandis que les fondations vibraient à chaque explosion soviétique. Martin Bormann contrôlait les accès et filtrait qui pouvait voir le Führer. Il se déplaçait comme un prêtre d'un culte mourant, protégeant les derniers mécanismes de pouvoir. Il ordonnait l'exécution de quiconque suggérait la reddition. Il signait des sentences de mort sur des morceaux de papier, sachant que personne ne sortirait vivant du bunker. Son visage restait impassible, mais ses yeux trahissaient un désespoir profond. Pour Bormann, la chute de Berlin signifiait la fin de son existence, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Dans la salle de conférence, les officiers examinaient des rapports falsifiés pour éviter de provoquer les explosions de colère de Hitler. Chaque réunion commençait par la même phrase du Führer « Steiner contre-attaquera ». Aucun général n'osait dire que Steiner n'avait pas de force. Lorsque quelqu'un le laissait sous-entendre, Hitler frappait la table et criait que l'armée allemande préférait mourir plutôt que de se rendre. Lors de l'une de ces réunions, le général Weidling informa que les réserves avaient disparu et que Berlin tomberait dans quelques jours. Hitler l'accusa de trahison. Seul le témoignage de Bormann évita son exécution immédiate. Le bruit des bombardements était constant, comme une respiration profonde qui ne s'arrêtait jamais.
Parfois, les lampes scintillaient, le plafond tremblait, des morceaux de plâtre tombaient sur les bureaux. Dans les couloirs, on entendait le fracas lointain de l'effondrement des bâtiments gouvernementaux. Les murs vibraient à chaque impact. Dehors, le ciel était un océan de feu. À l'intérieur, les horloges marquaient les heures comme si le temps suivait son cours normal. L'humeur du Führer oscillait entre la fureur et la résignation. À un moment, il ordonnait de détruire toute l'infrastructure allemande pour que l'ennemi ne hérite de rien d'utile. À l'instant suivant, il accusait le peuple allemand de ne pas avoir été à la hauteur de sa mission historique. Il répéta « Si l'Allemagne n'est pas capable de gagner la guerre, elle mérite de périr. Les survivants seront faibles et n'auront pas d'avenir. » Aucun des présents ne réagit. Ils n'écoutèrent plus. Ils attendaient simplement. La nuit, dans la salle des officiers, du cognac, du vin et du whisky confisqués étaient servis. Les hauts gradés buvaient en silence. Certains pleuraient dans des coins sombres. D'autres écrivaient des lettres qui ne seraient jamais envoyées. Les secrétaires, épuisés, tapaient les derniers décrets du Reich, sachant qu'au matin, tout serait inutile. La radio du bunker diffusait des marches militaires, tandis que les soviétiques approchaient à moins de 2 kilomètres. Le 22 avril, Hitler reçut le rapport définitif. Steiner n'attaquerait pas. Il ne pouvait pas. Hitler s'effondra dans une chaise, immobile. Il resta ainsi plusieurs minutes. Puis il dit d'une voix à peine audible « Tout est perdu ». Personne ne parla. À ce moment-là, le bunker cessa d'être le centre de commandement d'un empire. Il devint une tombe attendant son occupant. La chute de Berlin, la capture de la ville et les derniers défenseurs du Reich. La population qui avait survécu aux bombardements alliés des années précédentes faisait désormais face à quelque chose de bien plus terrifiant, l'effondrement total de l'ordre humain. Il n'y avait plus de gouvernement, plus de police, plus d'autorité morale ou militaire. La ville entière était devenue un champ de bataille et ses habitants étaient piégés au milieu de 2 forces implacables. Les sirènes ne retentissèrent plus, il n'était plus nécessaire qu'elles sonnent. L'artillerie soviétique tombait sans interruption sur tous les quartiers. Les abris souterrains étaient remplis au-delà de leur capacité. Des personnes de tous âges se serraient entre des murs écaillés, respirant un air vicié par la fumée et la peur. L'odeur était insupportable, sueur accumulée, vêtements brûlés, blessures infectées, corps non enterrés. Des mères serrèrent leurs enfants contre elles, murmurant des prières. Certains vieillards restèrent là, silencieux, fixant le vide, comme si leur esprit avait quitté leur corps. Les explosions faisaient vibrer les fondations du sol. La poussière tombait du plafond, comme si le monde se détruisait sur leur tête. Les aliments avaient disparu. Les magasins étaient vides depuis des semaines. Les entrepôts avaient été pillés. Les réserves de pain se réduisaient à des morceaux durs, rationnés entre des familles entières. Les enfants pleuraient de faim. Certains civils osèrent sortir en quête d'eau. Ils marchaient entre des bâtiments en flammes, ramassant de la neige sale ou essayant d'extraire de l'eau de tuyaux cassés. Les fontaines publiques étaient à sec. Pour des milliers de personnes, la seule source d'eau était le fleuve Spree, chargé de cendres et de restes humains. L'électricité ne fonctionnait plus dans la majeure partie de la ville. Les nuits étaient éclairées uniquement par les incendies. Le vent portait des étincelles ardentes qui tombaient sur les toits encore intacts et les enflammaient. Les incendies se propageaient sans contrôle. Le bruit crépitant du bois brûlé se mêlait aux explosions de l'artillerie et aux gémissements des blessés. Les ambulances ne circulèrent plus. Il n'y avait plus de carburant. Les hôpitaux ne fonctionnaient plus qu'à la lumière des bougies ou des lampes de poche. Les médecins opéraient sur des tables de cuisine improvisées dans les sous-sols. Il n'y avait plus d'anesthésie. Les blessés mordaient des morceaux de cuir pour ne pas crier pendant qu'on leur amputait des membres détruits par la mitraille. Beaucoup mourraient avant de recevoir des soins. Les cadavres s'accumulaient dans les couloirs et les coins. Les civils les couchaient sous des couvertures, incapables de les enterrer. L'odeur commençait à tout imprégner. Le chaos moral était aussi profond que le chaos matériel. Le désespoir entraîna des scènes inimaginables. Certaines familles entières se suicidèrent avec des comprimés de cyanure. Les mères tuaient leurs enfants avant de se donner la mort, convaincus que c'était une manière de les sauver du destin qui les attendait avec l'arrivée de l'armée rouge. Les tracts du parti incitaient à résister jusqu'au bout, mais personne ne les écoutait. La seule consigne réelle était de survivre.
Dans les quartiers de l'Est, les premières civiles à voir les soldats soviétiques furent des femmes âgées qui s'agenouillèrent les bras levés. Les soviétiques ne tirèrent pas, ils continuèrent d'avancer. Mais derrière chaque colonne militaire venaient les unités de réserve et des soldats retardés, assoiffés de vengeance. Le pillage commença au soir du 23 avril. Magasins, maisons, sous-sols, tout fut fouillé. Ce qui ne pouvait être volé était détruit. Les rues se remplirent de scènes d'horreur. Des femmes étaient traînées par les cheveux vers les porches. Des filles criaient en demandant de l'aide qui ne venait jamais. Les hommes étaient frappés, forcés de creuser des fosses ou fusillés sans jugement. Beaucoup de civils, en entendant les premiers tirs dans leurs rues, se enfermaient dans des pièces sombres avec du poison ou des armes à feu, attendant leur tour. D'autres restaient immobiles dans leur refuge, paralysés par la peur, écoutant l'avancée des bottes au-dessus de leur tête, comme si le monde était dévoré centimètre par centimètre. Dans certains secteurs, les troupes soviétiques distribuèrent du pain et des boîtes de conserve de viande. Mais ces gestes n'arrêtèrent pas la panique. Pour les Berlinois, la guerre n'arrivait pas comme un simple armée d'occupation, mais comme le retour du châtiment historique. La propagande nazie avait averti pendant des années au sujet de l'ennemi de l'Est. Maintenant, cet ennemi se matérialisait comme une présence inévitable. Chaque jour, l'encerclement se resserrait davantage. Les stations de métro devinrent des villes souterraines. Des milliers de personnes dormaient sur les quais, couvertes de couvertures sales, partageant l'espace avec des chevaux blessés, des vieillards agonisants et des soldats qui refusaient de retourner sur le front. Certains trains, immobilisés dans les tunnels, furent utilisés comme refuge improvisés. Dans leurs wagons, les familles allumaient des bougies et lisaient des passages de la Bible tandis que le plafond vibrait sous les impacts. En surface, les derniers fonctionnaires du parti peignaient des slogans sur les murs en ruine. « Berlin résiste. La victoire est assurée. » Personne ne regardait plus ces messages. Les seuls signes visibles étaient les colonnes de fumée s'élevant vers le ciel gris, la marée constante des explosions soviétiques et le silence funèbre des quartiers où il ne restait plus personne en vie. Lorsque l'armée rouge entra à Berlin, cela ne surprit personne. Les bruits de la guerre se rapprochaient du centre-ville. Ce étaient des tirs d'armes automatiques à l'intérieur des bâtiments. Des cris interrompus par des rafales, des bottes montant les escaliers, des haches brisant des portes. Chaque bâtiment était une cible militaire. Chaque sous-sol, un possible nid de tireurs d'élite. Les viols commencèrent à la même nuit où les premières unités soviétiques traversèrent le fleuve Spree. Ce n'étaient pas des cas isolés, mais des événements en masse. Des femmes de tous âges étaient sorties des refuges, traînées dans des halls, violées par plusieurs soldats, encore et encore. Beaucoup furent tués en tentant de résister. D'autres se suicidèrent sur le champ. Des mères offrèrent leur corps pour sauver leurs filles. Certaines femmes se couvraient de sang ou de matière fécale pour sembler malades ou mortes. Anthony Beevor a enregistré des témoignages de médecins allemands qui ont traité jusqu'à 70 cas de viol en une seule nuit dans un abri du quartier de Mitte. Les victimes avaient entre 12 et 70 ans. Dans de nombreux cas, les soldats soviétiques revenaient plusieurs fois au même endroit. La violence sexuelle devint une arme psychologique. Elle ne visait pas le plaisir, mais l'humiliation totale. C'était une guerre dans la guerre, destinée à détruire l'identité d'un peuple qui avait proclamé pendant des années sa suprématie raciale. En même temps, le pillage était systématique. Les soldats faisaient irruption dans les maisons pour emporter des montres, des bagues, des manteaux, des radios, des vélos, de la nourriture. Dans certains cas, une frénésie de butin éclatait. Des soldats emportèrent des pianos, des miroirs, des tableaux. Tout était traîné dans les rues jusqu'au point de collecte où des camions soviétiques transportaient les biens vers l'Est. Le Reich avait pillé la moitié de l'Europe. Maintenant, le butin voyageait dans la direction opposée. Les exécutions étaient rapides. Tout civil suspecté de résister, de cacher des armes ou simplement de regarder depuis une fenêtre était abattu sur place. Les vieillards qui tentaient de protéger leur maison étaient fusillés sans préambule. Les soldats allemands qui se rendaient étaient alignés et mitraillés. Parfois, on les forçait à creuser leurs propres fosses. Les soviétiques ne faisèrent pas de prisonniers dans de nombreuses zones du front urbain. Le mot d'ordre non officiel était clair. Ne montrer aucune pitié, se souvenir de Stalingrad. La terreur ne se limitait pas aux actes de violence personnelle.
Les chars T-34 tirèrent sur des bâtiments entiers s'ils croyaient qu'il y avait des tireurs d'élite à l'intérieur. Les projectiles détruisaient des façades qui éclataient en un nuage de poussière, écrasant ceux qui se réfugiaient dans les sous-sols. Dans une seule rue, une division soviétique détruisit 7 bâtiments consécutifs sans vérifier la présence militaire. La logique de l'armée rouge était de toujours avancer, nettoyer tout, ne laisser que des ruines silencieuses derrière soi. L'impact moral sur la population civile fut total. L'idée d'une défense héroïque s'évapora. Même les membres les plus fanatiques du parti restaient silencieux en voyant ce qui se passait dans les rues. La terreur ne venait plus du ciel, sous forme de bombes alliées. Elle venait du sol, des ombres, du visage du soldat soviétique qui pénétrait dans une maison et décidait, sans témoin ni conséquence, du destin de ceux qui y vivaient. Pour les civils piégés, chaque minute était une sentence suspendue. Il n'y avait aucun refuge sûr, il n'y avait aucune autorité à laquelle recourir. Il ne restait plus qu'à survivre au prochain coup frappé à la porte. L'armée rouge avançait vers le centre-ville, laissant derrière elle un paysage qui n'appartenait déjà plus aux vivants. Les divisions régulières de la Wehrmacht n'existèrent presque plus. Ce qui en restait s'était dissous dans les ruines. À leur place, une dernière ligne de défense se forma, composée d'hommes sans expérience militaire, ou déjà défaits sur d'autres fronts, des membres du Volkssturm, des vieillards de plus de 60 ans, des étudiants, des fonctionnaires du parti et des adolescents des jeunesses hitlériennes. Beaucoup de ces derniers ne savaient pas tirer une arme avec précision, mais tenaient leur Panzerfaust comme des reliques sacrées. Ils se postaient dans des fenêtres brisées et des décombres, attendant les tanks soviétiques qui apparaissaient entre les colonnes fumantes de l'avenue Unter den Linden. Leurs yeux montraient la terreur et la détermination. Ils ne combattèrent pas pour la victoire. Ils combattaient pour une obéissance aveugle à une doctrine qui s'effondrait même dans le cœur du Führerbunker. Les soviétiques avançaient avec une prudence brutale. Chaque bâtiment était pris comme une forteresse. Les escouades d'assaut entraient avec des lance-flammes, des grenades et des mitrailleuses lourdes. Les tanks T-34 tiraient directement sur les façades, détruisant des étages entiers sur ceux qui résistaient à l'intérieur. Les derniers défenseurs utilisaient des tunnels, des passages souterrains, des stations de métro, des canaux d'égout. La ville était devenue un labyrinthe. Chaque fois que les soviétiques prenaient un bâtiment, les Allemands réapparaissaient du sous-sol pour attaquer l'arrière-garde de l'ennemi, dans une guerre d'ombres et d'explosions à bout portant. Près de la porte de Brandebourg, un groupe d'enfants du Hitlerjugend, dont certains n'avaient que 14 ans, tendait une embuscade. Le chef du groupe, la voix brisée, affirmait que l'histoire les souviendrait comme les défenseurs de la capitale du Reich. Lorsqu'apparut le premier char soviétique, un jeune garçon courut depuis une tranchée improvisée avec un Panzerfaust chargé. Il réussit à toucher le blindage latéral. Le char explosa en flammes. L'enfant sourit un instant avant d'être frappé par des éclats d'obus. Son corps resta allongé sur l'asphalte, la main toujours accrochée à l'arme. Dans cette scène, il n'y avait pas de gloire, seulement l'image tragique d'un empire réduit à sacrifier des enfants pour combattre des géants d'acier. Dans le district gouvernemental, les combattants étrangers des Waffen-SS se battaient avec une férocité désespérée. Les Français de la division Charlemagne, les Norvégiens de la Norrland, les Lettons, les Croates et les Flamands formèrent de petites compagnies qui résistaient jusqu'à la dernière balle. Pour eux, il n'y avait pas de reddition possible. Ils savaient qu'ils ne seraient pas traités comme des prisonniers de guerre, mais comme des traîtres internationaux. Sur la place devant le Reichstag, un volontaire français, survivant de Normandie, qui avait combattu précédemment contre les Alliés, tirait depuis une fenêtre tout en récitant une prière dans sa langue maternelle. Aucun de ses camarades ne reculait. Lorsqu'ils manquaient de munitions, ils attaquaient à la baïonnette ou lançaient des cocktails Molotov improvisés. La mort n'était pas un risque, c'était une certitude. Les ruines du Tiergarten étaient devenues un champ de bataille ouvert. Entre les arbres brûlés, les tanks soviétiques avançaient en file, tirant contre toute structure. Les derniers restes de la 11e SS Nordland s'étaient retranchés dans les cratères des bombes, utilisant des troncs calcinés comme parapets. Les soldats échangèrent des munitions, comme s'ils échangeaient leur dernier battement de cœur. Lorsque les lignes se brisaient, ils tentaient de se retirer vers la chancellerie, cherchant un dernier point de résistance. Au Reichstag, symbole du pouvoir politique allemand avant l'ascension d'Hitler, se livrait la bataille la plus féroce.
Le bâtiment n'avait plus de toit, les colonnes étaient calcinées. L'air à l'intérieur était un mélange de fumée, de poussière et de cendres humaines. Les soviétiques lançaient des grenades par les fenêtres tout en avançant entre les tas de cadavres. Les défenseurs allemands utilisaient chaque salle comme dernière position. Certains combattaient avec des masques à gaz recouverts de sang. Les corps des morts servaient de barricades. Le combat était corps à corps. Des cris se faisaient entendre dans différentes langues. Chaque explosion secouait la structure comme si elle voulait l'arracher de ses fondations. À l'aube du 30 avril, l'armée rouge hissa un drapeau rouge au sommet de la coupole partiellement effondrée du Reichstag. Il y avait encore des tirs à l'intérieur. Le drapeau flottait au-dessus d'un bâtiment qui continuait de brûler. Les défenseurs, loin de se rendre, continuaient de combattre dans les sous-sols, entre des colonnes brisées et des archives brûlées. Pour eux, ce symbole ne signifiait pas la fin. La fin n'arriverait qu'avec leur mort. Pendant ce temps, dans les jardins de la chancellerie, les restes des troupes de la SS Leibstandart, la garde personnelle de Hitler, s'étaient retranchés dans des cratères de bombes. L'artillerie soviétique s'abattait sur eux avec une précision dévastatrice. Pourtant, personne ne bougeait. Certains tiraient jusqu'à ce que leurs armes surchauffent. D'autres lançaient des grenades en l'air, espérant que le vent les dirige vers les positions ennemies. Il n'y avait aucune possibilité de victoire. Il ne restait plus que la résistance. Dans les tunnels souterrains reliés à la chancellerie, des soldats de la Wehrmacht et des civils se mêlaient dans une foule silencieuse. Les plus jeunes tenaient des fusils qu'ils n'avaient jamais tirés. Les plus vieux s'appuyaient contre les murs, les yeux vides. On disait que Hitler était encore là, donnant des ordres impossibles. Certains croyaient qu'une contre-attaque viendrait du sud. D'autres savaient que la guerre était terminée, mais continuer à se battre était le seul moyen de ne pas tomber vivant aux mains des soviétiques. Le dernier périmètre défensif se forma autour du bunker du Führer. C'était une ligne composée d'officiers des SS, de gardes du corps de sécurité, de membres du parti et des restes dispersés d'unités qui s'étaient échappés du front. Le sol tremblait à chaque impact d'artillerie. Les murs de la chancellerie brûlaient. Les sculptures qui ornèrent le jardin avaient été réduites en morceaux de marbre. Les étangs étaient remplis de débris et de corps. Ce même jour, à 15h30, un coup de feu se fit entendre à l'intérieur du bunker. Dehors, le combat ne cessa pas. Les derniers défenseurs continuaient de se battre sans savoir que l'homme pour qui ils se sacrifiaient n'existait plus. Berlin, réduit en feu et en poussière, continuait de résister par inertie, non par espoir. Chaque tir était un écho d'un empire qui n'existait déjà plus, une dernière note d'une symphonie détruite par son propre climax. Les soviétiques avançaient pas à pas, prenant des salles, des couloirs, des sous-sols, sans trouver de reddition, seulement des ruines, des corps et un silence armé. Dans les dernières heures de combat, le Reich n'avait plus de gouvernement, plus de leader, plus d'armée. Il ne restait que des hommes qui tiraient jusqu'aux dernières munitions et une ville qui mourait avec eux,